vers l'inconnu. Ngondélé avait semblé se coucher comme tous les soirs. Elle s'était plutôt occupée à préparer un petit paquet de ses effets personnels. Quand ceci fut fait, elle se précipita dans la cuisine d'Ayi. Elle y trouva Akoko qui s'impatientait déjà. Ngondélé lui déclara: « Emmène-moi en ville, je suis à toi et tant pis pour le reste. » Akoko eut juste le temps de fermer la porte en écorce de parasolier de la petite cuisine. Le verrou n'était qu'une liane souple, nouée à un bambou du bâton que l'on passait derrière une poutre à quelques centimètres du cadre de la porte. Les deux amis se lancèrent dans la profondeur de la nuit. La fuite durait déjà 3/4 d'heure, lorsque quelques éclairs déchirèrent le ciel. Ngondélé ébloui ne vit plus la piste pendant quelques secondes. Son ami lui serra fermement la main, en lui murmurant quelques paroles réconfortantes. Les nuages devenaient de plus en plus lourds, et le disque lunaire avait presque disparu. Pendant ce temps, un colosse humain Eva ronflait, ignorant la désagréable surprise que cette escapade réservait au réveil le matin. Au pas de charge, les deux jeunes gens venaient de couvrir une dizaine de kilomètres. Il était 1 heure du matin environ, lorsqu'un Ngondélé reçut quelques gouttes de pluie sur le visage. Le silence fut rompu par un terrible grondement de tonnerre. La nuit était devenue d'un noir d'encre. La piste au relief tourmenté rebutait la plante des pieds. La pluie se mit véritablement à tomber. Autour d'eux, Ngondélé et Akoko ne trouvèrent aucun abri. Un vent de grande force secoua les arbres. Un gros fruit sauvage se détacha de sa branche et tomba à quelques mètres d'eux. Ngondélé eut la chair de poule, non plus de froid, mais surtout d'effroi. Elle se recroquevilla contre son ami qui essayait de la surplomber des épaules, pour tenter de la mettre en conscience. Le palmier au pied duquel il s'était éblouti était loin de les protéger des trempes d'eau que déversait le ciel. Une palme sèche et pendante, balancée par le vent, venait frôler de temps en temps la nuque du jeune homme qui à chaque fois en sursautait. Son imagination, surchauffant sa part, lui faisait deviner autour de lui la présence des milliers de vampires et d'autres démons des ténèbres. 1 heure plus tard, la tornade s'estompa. Akoko et sa compagne reprirent le chemin de l'aventure. Ngondélé pensa à la flamme jaune, réchauffante et réconfortante de la cuisine de sa mère. Elle pensa à sa couchette. Toutes ces idées lui parcouraient l'esprit, non sans remords, alors que les jambes avançaient. Il était déjà 3 heures. La lune réapparut. La piste était redevenue visible. Ngondélé s'était débarrassé de ses sandales qui pataugeaient mal dans les flaques d'eau et dans la boue gluante. Le pantalon d'Akoko était retroussé jusqu'aux genoux. Il ne fallait surtout pas marcher sur un serpent. L'important, pensait Akoko, était de sortir de la piste, de rejoindre la route bitumée, afin de pouvoir emprunter un car pour la ville. À 5 heures, plus d'une quinzaine de kilomètres étaient couvertes. Akoko entendit le ronflement d'un gros véhicule à quelque distance de là. « On atteint bientôt la grande route », dit-il avec soulagement. Quelques instants après, le camion cessa de ronfler. À leur approche, ils entendirent devant eux un vacarme plutôt inquiétant de ces dernières heures de la nuit. Ils s'avancèrent. La voix du groupe de personnes devant eux se faisait de plus en plus claire. Ils n'aperçurent que des silhouettes dans un écran de brouillard. La nature, par ailleurs, demeurait endormie. La lune commençait à s'éclipser définitivement. Une pèlerie se mit à chanter. À quelques 20 mètres d'eux, les feux de position du camion étaient allumés. « Que font toutes ces personnes ici, autour d'un camion et de bonne heure ?» demanda Akoko. Quand ils rejoignirent le camion, ils constatèrent un attroupement de gens au centre duquel il y avait un blanc. Akoko et sa compagne passèrent près d'1 minute pour comprendre bien qu'il s'agissait d'une discussion entre les paysans,
propriétaire d'une trentaine de sacs de fèves sèches de cacao de la dernière récolte, entassés par terre, et le blanc qui devait les transporter. Qui était le blanc? Un grec dont l'accent crevait les oreilles quand il prenait la parole. Le cacao avait été pesé la veille. Il s'agissait de payer aux cacaoculteurs les sommes qui leur étaient dues. Pourquoi la discussion? Le grec exigeait aux paysans de porter les 30 sacs de fèves de cacao dans le camion pour se faire enfin payer. Ces derniers préféraient se faire payer avant de se lancer dans cette activité gratuite considérée comme une faveur. Monsieur Papaloki n'a qu'à se promener avec les motorboys pour assurer de telles corvées. Nous avons fait le maximum en transportant ces fèves de nos plantations à nos cases, puis de nos cases à cette bordure de route, se justifia un des vendeurs de cacao. Akoko, qui n'avait pas un seul sou, se décida à exploiter la situation. Il s'avança vers le grec et lui dit « Monsieur, vous me semblez vouloir embarquer ce cacao. C'est probablement pour sec. » « Tout à fait. Les villageois ne voulaient pas porter les cacaos. Moi, je n'y payais pas. Écoutez, monsieur, je suis accompagné de mon ami que voilà. Accepteriez-vous de nous amener en ville en échange de l'embarquement de tous ces sacs? Volontiers, Zénon. Tu peux commencer les travaux. Bien qu'Akoko eût froid, il ôta sa chemise mouillée qui lui collait au dos et l'agita sur un sac. Ngondélé s'en occupa. Dans la vigueur de ses 20 ans, il bascula les sacs, l'un après l'autre, que le grec l'aidait à poser sur la tête. Il allait les projeter à l'arrière du camion, dont la plateforme était à plus d'1 mètre du sol. Au 4e sac, Akoko se mit à transpirer, alors qu'un Ngondélé inactif gardait ses bras croisés, grelottant de froid. Quand les 30 sacs furent embarqués dans le camion, Monsieur Papalokis commença à payer les planteurs. Ngondélé alla laver ses pieds et ses samaras dans une flaque d'eau. Pendant ce temps, Akoko monta dans le camion et se mit à ranger les sacs sur la partie antérieure de la plateforme de la carrosserie, près de la cabine. Quand Akoko eut terminé son travail, le blanc venait d'achever le paiement des planteurs qui prenaient déjà chacun la direction de son domicile en félicitant Akoko. Le matin s'était totalement levé. L'aurore était d'or. Le brouillard de la nuit se dissipait. Une meute des chiens traversait la cour, suivie par son maître, armé d'une machette, de 2 lances et d'un arc. Sur son dos, un carquois de flèches qui contenait aussi 3 grelots. Il portait des sandalettes en plastique, un pantalon déchiqueté sur sa moitié inférieure et un blouson épais et lourd, probablement hérité des anciens combattants de la dernière Grande Guerre. Akoko, du haut du camion, regarda fixement cette veste encore intacte et qui subissait pourtant les mêmes agressions que le pantalon derrière les hérissons. Du sol, Ngondélé était indifférente face à cette fourrure digne des pays arctiques. Akoko venait de refiler sa chemise. Entre-temps, le grec appuyé contre la portière passager avait les yeux fixés sur Ngondélé. « Qu'elle est belle! Qu'elle est belle celle-là !» devait-il se dire. « On s'en va !» cria-t-il. « Et la demoiselle à la cabine !» Akoko, qui venait de travailler dur pour voyager à bord du camion, craignit de prononcer son opposition à cette proposition. Il regarda son ami. Ngondélé répondit gentiment au blanc qu'elle préférait voyager auprès d'Akoko, assise sur les sacs. Le grec n'insista pas. Il démarra son camion, un diesel GMC de fabrication américaine. L'épaisse fumée se dégageant du tuyau d'échappement forma un gros nuage qui envahit les 2 voyageurs de l'arrière alors que le moteur était encore chauffé sur place. « Ce blanc nous intoxique-t-il sciemment ?» demanda Ngondélé. « Oh, ne t'attarde pas sur les détails, » retorqua Akoko. Le départ effectif s'annonça. Un grand coup de klaxon fut donné presque pour rien. Le camion se mit à bouger. La vitesse s'accrut et en quelques secondes, ils étaient partis. Sous l'effet de la vitesse, Ngondélé et son ami, que rien ne protégeait, étaient battus par le vent qui séchait leurs vêtements, mais qui leur faisait claquer des dents. Il arrachait même des larmes aux yeux d'Akoko.
Les deux compagnons n'eurent point dormi cette nuit-là. Près de 3 heures de route après, ils étaient à sec. Ils débarquèrent devant un dépôt de cacao, un grand bâtiment où les sacs de fèves marron étaient empilés du sol au plafond. Ils avaient les jambes engourdies. Gondélé eut même quelques difficultés à reprendre la marche normale. Elle boita sur quelques dizaines de mètres avant de retrouver son pas de gazelle. C'était son premier voyage en ville. Elle fut émerveillée par le grand nombre de voitures, la hauteur de certains immeubles aux multiples étages, puis les policiers ici et là en train de réguler la circulation. Akoko la prit par la main. Nous pouvons payer un taxi. Et n'étant encombrés de bagages, ils décidèrent d'aller à pied jusqu'au domicile d'Akoko. Une quarantaine de minutes après, ils étaient dans la chambre d'étudiant de celui-ci. Dès qu'elle s'assit, elle pensa à ses parents et dit « Il est bientôt midi. Que s'est-il passé depuis ce matin en Kolmosuma, quand on nous a cherchés ?» Akoko esquissa un sourire à cette question à laquelle elle avait presque répondu. Des mois passèrent. Gondélé, qui s'était bien exercée à la vie de ménagère, s'adaptait assez vite à la nouvelle vie. Elle était bien dépendante financièrement de son ami qui recevait de modestes aides de ses parents. Ceux-ci n'étaient pas au courant de la charge supplémentaire que leur fils s'était infligée en hébergeant une jeune fille chez lui. La gestion des maigres revenus était bien difficile. Certains soirs de disette, ils se contentaient chacun d'un beignet de maïs. Un jour, revenant du lycée, Akoko croisa une jeune dame dans son quartier qui lui proposa un marché. « Jeune homme, accepteriez-vous de répéter les cours de français et de mathématiques à mon fils qui est en classe de 5e ? » ?»« Volontiers, madame. Allez-vous me donner quelque chose pour ce travail ? » ?»« Naturellement, 1 heure tous les soirs, 5 jours sur 7, ça vous va. » »« Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas grand-chose pour vivre. De temps en temps, mes parents m'envoient une maudite somme. Je tiendrai compte de cela quand il faudra vous payer. Vous gagnerez 50 francs l'heure. Vous commencez quand ? Je suis à votre disposition dès ce soir. Akoko, d'un pas alerte, se dirigea chez lui et raconta précipitamment la nouvelle à Gondélé. 50 francs tous les soirs ou un soir sur 2. Ça fait chaque fois des beignets en plus. Nous pourrons manger mieux. Qu'en penses-tu ? Ah, il n'y a rien à dire d'autre. La nouvelle est bonne. Comment va-t-elle te payer ? Après chaque cours, toutes les semaines ou à la fin du mois ? Je n'ai pas posé la question. Mais je saurai tout cela tout à l'heure, puisque le premier cours commence à 19 heures. Akoko se prépara hâtivement et s'y dirigea chez la dame en prenant quelques raccourcis entre les cases. Quelques instants après, il frappa à la porte de la dame. Celle-ci vint ouvrir. Son fils s'était déjà informé de l'arrivée imminente d'un répétiteur. Un petit tableau noir était fixé au mur par 4 clous. Quelques barres de craie et un torchon effaçoir étaient posés de côté. La dame sortit les livres de français et de mathématiques de son fils afin d'imprégner Akoko du programme de l'année. Les grandes méthodes pédagogiques n'étaient pas nécessaires. Il fallait regarder pendant quelques minutes les cours reçus dans la journée, puis les répéter à l'enfant en insistant sur les points obscurs. La dame proposa de lui payer 300 francs par semaine pour 5 cours donnés. Le jeune homme, en une fraction de seconde, fit spontanément le calcul et comprit qu'il était payé 60 francs l'heure. Il était content, mais faisait l'effort de ne pas le manifester séance tenante. Il était mal payé, mais il savait qu'il n'était point question de discuter, au risque de perdre justement cette aubaine. Ce soir-là, il lui a appris des verbes d'état et les attributs du sujet. En réalité, c'est un réapprentissage, car le niveau de ce soir-là correspondait à une leçon déjà donnée dès avant le CEP. La première soirée d'enseignement d'Akoko se passa bien. Son élève était ravi. Tous les soirs, Akoko était au rendez-vous, alternant dictée et mathématiques, analyse logique et analyse grammaticale. Au bout de la première semaine, il gagna ses 300 francs. Cela se répéta tous les jours pendant les 8 mois restants de cette année scolaire-là. Le train de vie avait changé à la maison.
L'année scolaire tirait vers sa fin. Akoko, élève et professeur, vivait la fièvre des examens. Il préparait son bac. Il n'abandonna point son gagne-pain de la répétition malgré ses propres études devenues de plus en plus absorbantes. Après l'heure de professorat chez la dame, il ressortait tard le soir pour 2 ou 3 heures de lecture sous la lumière gratuite des néons qui éclairaient la rue. Le pauvre garçon ne pouvait pas se payer le luxe d'avoir une ampoule électrique dans sa chambre. Son loyer était des plus bas, puisqu'en deçà du seuil minimum de confort. Ngondele ne trouvait aucun inconvénient à ce que son ami aille bûcher ses leçons au poteau. Là-bas, de nombreux élèves au pied des lampadaires, assis ou debout, regardaient dans leurs cahiers ou leurs livres. Pour résister à la fraîcheur de la nuit, les plus frileux s'emmitouflaient dans de grosses fourrures achetées à un prix dérisoire chez les marchands de friperies. Chez les filles aux jambes nues et sommairement chaussées, un couvre-pied autour des mollets les réchauffait. Les élèves des classes d'examen appelaient cela prendre la couchette, par référence au célèbre train couchette qui passait les 12 heures de la nuit à effectuer les 300 kilomètres qui séparent Douala de Yaoundé. Tous confondus, les élèves aux conditions modestes des classes de 3e, de première et de terminale avaient ainsi obtenu tous leur diplôme de l'enseignement secondaire. Des générations entières débarquées à l'université s'étaient ainsi défendues. Akoko vient de présenter les épreuves orales du bac. Le jour des résultats arrive. Il a peur. Son cœur bat fort. Son moral est soutenu par l'angoisse des autres camarades souffrant de la même épidémie de circonstances. Au début de la proclamation, il se dit « Les noms étant lus par ordre alphabétique, je dois bien écouter les A. Si on tombe dans B sans mon nom, je vais tout simplement m'éclipser. » Le 4e nom du jury d'Akoko était le sien. Il sursauta de joie à l'entendre. Certains de ses camarades furent appelés. Les lettres de l'alphabet s'égrenèrent par grands bonds. Les Y et les Z clôturaient la liste. La suite dans les autres jurys n'intéressait plus le jeune lauréat et il se dit « Pas de folie. Rentre dans ta petite chambre et parle-en à Ngondele. » Il se dirigea en courant chez lui. Avec Ngondele et les voisins du quartier, ce fut une nuit blanche de joie pour les uns et pour les autres. L'élève d'Akoko était reçu sans beaucoup de jubilation en classe de 4e. Dans le village d'Akoko, la nouvelle avait vite circulé jusqu'aux oreilles de ses parents. Une fête fut organisée par Evodouma, le père du jeune homme. Ce dernier venait de braver un cap important de sa vie estudiantine. 3 mois de vacances passèrent rapidement. L'inscription à l'université fut obtenue par Akoko. Il choisit de faire sciences de l'économie. Il ne quitta pas sa chambre. La rentrée universitaire arriva. Le jeune étudiant commença ses cours. Le premier mois fut celui de l'adaptation. Il apprit à faire la queue au restaurant. Le ticket s'achetait à 80 francs pour un repas qui devait coûter 4 à 5 fois plus cher. Le reste du coût des repas était subventionné par l'État. Cela constituait une merveille pour un garçon qui s'était frotté les années durant contre une véritable misère alimentaire. Les 3 repas de la journée étaient servis au restaurant. Assis sur l'escalier, à l'entrée d'un amphithéâtre, et classeur sur les genoux, Akoko observa un remue-ménage parmi la plupart des étudiants. Sont-ils en retard pour un cours ? Se dit-il. Il se mit à ranger les feuilles de son classeur en suivant la pagination qu'il y avait inscrite lors d'un cours de la veille. De plus en plus d'étudiants se mirent à lui passer sous le nez en courant. Il n'osa arrêter personne. Il reconnut l'un d'entre eux qu'il savait être dans sa faculté et qui était en première année comme lui. « Écoute, dis, où allez-vous si vite ?» Epsilon est tombé. Epsilon? Tombé d'où? L'Epsilon, c'est la bourse. As-tu fait une demande de bourse? Oui. Comment t'appelles-tu?
Akoko et vous. Quel âge as-tu? 20 ans et demi. Oh, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas ton EPSI. L'Epsilon, c'est la bourse que touchaient les étudiants tous les mois. Elle leur permettait de résoudre pas mal de problèmes. Et pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Je n'ai pas assez de précisions sur ce sujet. C'est la tradition ici au campus. Je crois bien que cela soit en rapport avec la petitesse de la somme face à tous les salaires qui soient. Et en usage dans le jargon mathématique, ce mot est utilisé à tort ou à raison pour qualifier la taille de la bourse. Cette EPSI était pourtant si grande dans la poche des étudiants. Les plus doués devaient en être bénéficiaires. Alors, où va tout le monde en courant? La liste des boursiers est affichée à la cité universitaire. Akoko se leva promptement et s'y dirigea avec son gentil compagnon vers les tableaux d'affichage. Les jardins étaient noirs d'étudiants. Sous les affiches, tout le monde se bousculait. Ceux qui avaient découvert leur nom sursautaient et criaient. Il fallut 2 heures de démêler à Akoko pour atteindre les nombreuses listes faites de milliers de noms classés par faculté. Il ne cherchait que les A sous l'inscription sciences économiques. Il lui fallut 10 minutes pour découvrir son nom. Sa surprise était immense. Ses yeux étaient inondés de larmes d'émotion. La joie dans de telles situations ne manque pas de provoquer des sécrétions. Tout couvert de sueur, suite à la bataille vers les listes, et s'épongeant les yeux du revers de la main, il se dit: voici la fin du mois de novembre. Un rappel de 3 EPSI à compter de septembre me sera versé. Je viens de passer mon 3e mois dans cette école célèbre qu'est l'université. Nous sommes si nombreux. Des centaines à suivre à travers un microphone les cours magistraux que donnent les professeurs. Leur débit est rapide. On pose à peine des questions. On copie ce qu'on comprend et même ce qu'on ne comprend pas. Le travail à la bibliothèque est de règle pour s'accrocher. Manger au resto exige un rang interminable et un ticket en plus. Prendre les cars des étudiants pour se rendre à la fac ou pour en revenir est une bataille. Il y a des partiels à préparer à tout moment. Les nouvelles études me semblent ardues. Heureusement que cette EPSI est bien tombée. Il me permettra de bien manger. À la cité, je pourrais me faire loger. Je n'ai rien d'autre qu'à n'en formuler la demande pendant qu'on trouve encore des chambres vides. Il me faut changer de vie. Je dois quitter le sot quartier. Le succès à mes études passe par là. Le seul problème qui se pose maintenant, c'est ce que je ferai de la fille d'Eva. Pendant qu'il ruminait ses idées, il avançait. Quand il fut proche de chez lui, il aperçut Ngondélé assise sur un tabouret au seuil de leur porte. Il eut en un instant un tour de sang. Comment vais-je proposer mon déménagement à cette fille qui ne me demande qu'à l'aimer? Il entra chez lui, poussa un soupir et appela Ngondélé. Il lui annonça la bonne nouvelle. Ngondélé partageait le bonheur que suscitait une telle information. Akoko d'ajouter. Un seul inconvénient à cela est que le logement à la cité universitaire est malheureusement obligatoire et les couples n'y sont pas acceptés. Ngondélé se tut. Le choc était violent. Alors comment allons-nous mener notre vie? Demanda Ngondélé. Après de longues minutes de silence. Je viendrai de temps en temps te rendre visite. C'est-à-dire à quelle fréquence? Je ne peux pas me prononcer à ce sujet. Tu sais que les études sont préoccupantes. Je le ferai aussi souvent que cela sera possible. Le lendemain, Akoko se rendit au campus et alla s'installer à la bibliothèque pour rédiger sa demande de chambre à la cité. L'après-midi venu, le dossier de logement était déposé au service des œuvres universitaires. À la maison, Ngondélé ne comprit pas la nouvelle tournure que prenaient les événements.
Elle se dit qu'il y avait quelque chose d'anormal dans le départ prochain de son ami pour la cité. « Ah, je comprends, » se dit-elle. « Je comprends. Voici un peu plus de 2 mois qu'il est dans cette faculté richement peuplée d'étudiants. Garçons et filles s'y côtoient. Y a-t-il rencontré une autre que moi? Tout est possible. » Il évite sûrement de me donner cette version qui est la plus plausible. Quant à l'obligation de tous les boursiers d'habiter la cité, je n'y crois pas. Quoi qu'il en soit, à son retour ce soir, je vais lui demander des explications. En réalité, j'ai manqué d'obtenir mon certificat d'études. Intellectuellement, je ne suis rien à côté de ces jeunes filles de la faculté qui ont tout au moins le baccalauréat. Entre mon niveau et le leur, il y a au moins 7 ans de formation et une immensité de connaissances de différence. Le soir venu, Akoko venait de rentrer comme tous les soirs d'un TD. Ngondélé, qui bouillonnait de ses réflexions de la journée, ne laissa pas son copain se reposer et dit: « Ton histoire d'aller habiter la cité-là est-elle vraiment une obligation liée à la bourse? »« Tout à fait. Je te l'ai déjà dit hier ou avant-hier. » M'autorises-tu à m'assurer de la réalité de cette information? Tu peux le faire si tu le désires. Je ne ferai jamais de telles enquêtes. Je sens une seule chose. Tu t'apprêtes à me quitter. Tu as dû trouver plus belle et plus instruite que moi. Je vais devoir me préparer à te perdre. Non, tu ne me perdras pas. Je tâcherai de venir aussi régulièrement que possible à tes côtés. Mes études sont très préoccupantes. On lutte tous là-bas. La vie était, je dirais, relax au lycée. Maintenant, c'est plutôt la compétition en toutes choses. Je sais qu'avec ta bourse, tu pourras te payer les repas au restaurant universitaire. Ta chambre est assurée. As-tu songé à la vie que moi je vais mener après toi? Comment pourrais-je louer ce taudis et me procurer de quoi manger? Ngondélé, tu sais qu'on a appris à se débrouiller dans des conditions pires que celles qui s'annoncent. Je ne te lâcherai point. Des discussions analogues étaient tenues tous les soirs entre les deux jeunes gens. Ngondélé souffrait depuis quelques semaines d'une profonde dégradation de ses relations avec son ami. Leur vie commune subissait un climat de tension que seul le temps allait apaiser. Une quinzaine de jours s'étaient écoulés. D'autres listes, celles des bénéficiaires de chambres, furent affichées au campus. Une fois encore, Akoko était parmi les élus. La scène tant redoutée par la fille de Feugue se produisit. Akoko déménagea ses petits effets. Les livres étaient rangés dans un carton et les vêtements enfouis dans un vieux sac de voyage. Une paire de chaussures usées en occupait la poche du flanc. Il offrit la literie à Ngondélé. La fille d'Eva comprit que le temps des blagues était passé. Les actes devenaient concrets et toute discussion devenait vaine. Akoko, bien que la nuit tombât, devait regagner le même soir sa nouvelle chambre. La clé lui avait déjà été remise. Tous les bagages se résumaient à un carton de livres et ce sac à la fermeture éclair rompue. Akoko était assez robuste pour poser sur sa tête le carton et accrocher à l'épaule le sac aux longues bretelles déjà effilochées. Bien que tout cela fût lourd, Akoko essaya, en les soupesant, de les porter comme tels. Il fit quelques pas, le carton sur la tête et le sac sous le bras. Il les reposa et dit: « Cher Ngondélé, depuis quelques jours, tu mijotes dans tes soupçons. La présence d'une de mes camarades de faculté à mes côtés. Erreur! Je n'ai que toi dans ma vie. Je déménage pour l'efficacité de mes études et je ne t'abandonne pas. Tu privilégies tes études et tu oublies la déchirure que tu as créée entre ma famille et moi. Je ne l'oublie pas. Je trouve simplement qu'il est assez difficile de t'y reconduire à ce moment où les circonstances m'obligent à aller loger à la cité universitaire.
Ah, ton souhait est donc de me raccompagner chez mes parents. Je n'ai pas dit cela. Tu l'as dit, puisque tu mentionnes la difficulté de le faire. Si cela était facile, tu le réaliserais. Rien ne sert plus de te retenir, tes bagages sont faits. Oublie-moi et va à la cité. Akoko voulut passer une caresse sur le visage de Ngondele, afin d'amortir le choc de la séparation. Ngondele repoussa énergiquement la main de son ami. Akoko, déséquilibrée, alla s'adosser contre le battant de la porte grandement ouverte. Ses bagages étaient déjà sortis de la chambre. Les joues ruisselantes de larmes, la gorge serrée, les yeux injectés de sang et la parole entrecoupée de sanglots, Ngondele prononça la complainte suivante. « J'ai déshonoré mes parents et toi, ébloui par le bac, pour ton entrée récente en fac. Abandonne-moi dans les champs. Je ne peux te faire aucune poursuite. Ne menant qu'une vie maritale, je ne puis t'attraper dans ta fuite. Moi, je m'accrocherai au vent. Sache qu'à ce moment d'adieu, lancé à d'autres aventures, dans ma course sur 1000 lieues, je vaincrai mes tourments. Aucun choix ne se prête à moi. Dans ce pétrin, je fais carrière. Devant quiconque, je me déploie. En face de toi, aucune prière. Tu as trouvé mieux au campus pour toi. Finis tous tes argus. Et pour ton séjour en faculté, te souvenant d'une demoiselle, rêve, cauchemar ou réalité, tu te rappelleras Ngondele. Glissé sans savoir comment sur le battant, Akoko se trouvait lourdement acculé, cette fois sur le cadre de la porte. Ses mains étaient moites de sueur. Ses jambes tremblaient sous son pantalon de lin. Le monologue de Ngondele ne manquait point sa cible. Akoko sentait les paroles de son ami lui transpercer le cœur comme des flèches. Le poids de ses sentiments pour Ngondele, auquel se mêlait sa culpabilité de l'avoir déraciné de sa famille d'une part, et de l'autre l'ambition de décrocher ses diplômes universitaires, le tourmentait. Pas de méprise, pensa-t-il. Il faut y aller une fois, braver ses partiels et affronter victorieusement ses examens. Sur le cadre de la porte, Akoko parcourut tous les aspects de ce dilemme, choisit le départ, rassurant Ngondele qui reviendrait. Puis, il empoigna ses bagages et sous la lumière des néons de la rue, il s'éloigna. Ngondele, qui le regardait disparaître, sut qu'il n'allait plus revenir, contrairement à ce qu'il venait d'annoncer. Cette fausse promesse ne manqua pas de donner quelques espoirs à Ngondele, qui passait quand même la nuit à attendre son petit ami jusqu'à l'aube. Une semaine passa, puis 2, puis 3, et par orgueil, Ngondele se refusait à aller faire du porte-à-porte à la cité à la recherche d'un étudiant dont elle n'était plus sûre des sentiments. Ngondele garda toute seule cette chambre qu'elle avait partagée pendant 1 an avec le fils d'Evoduma. Toute seule, Ngondele déprimait. Elle mangeait à peine. Le choc l'a rendue anorexique. De surcroît, elle avait peu de ressources pour s'assurer la survie. Ngondele, au bout d'1 mois, avait maigri de plus de 3 kilogrammes. D'un teint plutôt devenu cendré, tel celui pâle des malades anémiés, Ngondele avait perdu la luisance et la fraîcheur de sa peau. Ngondele ne souffrait d'aucune douleur physique. Elle se laissait aller dans son chagrin le jour comme la nuit. Ses joues s'étaient creusées, sa toilette était négligée. Elle n'allait chez personne et ne supportait pas les visites. Les questions sur ce qui lui arrivait ne recevaient pour réponse qu'une salve de sanglots. De son côté, Akoko pensa à son ami. Il avait volontairement prolongé la séparation malgré les remords. Il tenta à plusieurs reprises d'aller revoir Ngondele. Il repoussa à chaque fois l'idée par peur de revoir la victime de ses choix inconstants. Il s'écoula ainsi 6 bonnes semaines. Un soir,
Akoko décida d'aller chez Ngondélé et se dit « Bon Dieu, j'ai fait assez de mal à cette fille. Quelle honte de ma part de me présenter à elle. Quoi qu'il en soit, je l'aime encore et je vais la revoir au moins par pitié. » Akoko alla acheter quelques gâteaux de pâtisserie, du lait et une boîte de pâté de viande. Son cœur battait fort. À l'approche de la chambre de Ngondélé, le jeune homme aperçut à travers la porte ouverte une silhouette qui passait devant la lampe à pétrole, éclairant la petite chambre. Son cœur se remit à battre plus vite et plus fort. Je suis responsable de mes frayeurs lorsqu'il s'agit d'aller revoir celle qui a rompu avec ses parents pour moi. Ce que je subis à ce moment n'est que la conséquence de ma méchanceté. Il s'approcha de la porte. Il frappa de 3 tocs. Ngondélé répondit. Elle s'approcha de la porte. Quand elle vit Akoko, elle s'écria de toutes ses forces. « Au secours! Au secours! Il est joufflu et bien portant. Il vient m'achever. Où sont les voisins? Venez le chasser! » Elle se saisit d'un gobelet qu'elle projeta sur la face d'Akoko. Il n'en reçut sur le visage que le contenu, qui était heureusement de l'eau de boisson. Akoko voulut lui tendre le plastique de gâteau et autres provisions. Ngondélé le balança dans la cour pour le plus grand bonheur des cochons encore en dernière promenade. Akoko réussit quand même à calmer Ngondélé. Il fut bouleversé par l'état d'amaigrissement de celle-ci. Il pensa également que son ami avait perdu une partie de sa raison. Comment tant de changements peuvent-ils intervenir sur une personne en quelques semaines? Se dit-il intérieurement. Ngondélé n'était pas entré dans la conversation que voulait instaurer Akoko. Son mutisme n'était rompu de temps en temps que par des « sors d'ici, je ne veux plus te voir, je ne veux pas t'entendre ». Au bout d'1 heure environ, Akoko se résolut enfin de repartir. Il descendit dans la rue comme au jour de son déménagement. Ngondélé referma avec fracas la porte derrière lui. On put entendre la clé dans la serrure. Dehors, Akoko, dans sa marche solitaire de retour, ne put se contenir. Il se mit à pleurer. Le regard tourné au sol, la voix étouffée, sur le trottoir recouvert de macadam, Akoko traînait ses pas. Il finit par s'asseoir. La rue était calme. Les automobilistes qui passaient par là trouvaient bizarre ce jeune homme, assis à même le sol, la tête entre les mains. Quelques passants changeaient le trottoir. Était-ce un malade, un fou, un clochard, un drogué ou un bandit à l'affût? Personne n'osa lui adresser la parole. Les larmes de ses yeux tombaient entre ses pieds, formant une petite tache sombre sur le trottoir. Akoko venait de réaliser le mal qu'il avait fait en Ngondélé. Ce qui lui semblait un jeu est plutôt dramatique. Il pensait que Ngondélé allait résister outre mesure au choc. Il devait néanmoins atteindre sa chambre à la cité universitaire. Il fit l'effort de reprendre sa marche. Les oppositions de la famille de Ngondélé face à la soi-disant demande en mariage lui revinrent à l'esprit. Ayok m'avait bien dit, à ton âge, tout seul, sans tes parents, les décisions de mariage relèvent de l'aventure. Aujourd'hui, ce qui me semblait évident n'est plus qu'une mésaventure dont je suis l'auteur criminel. Arrivé dans sa chambre, l'étudiant commença ses nuits de méditation. Il passa une dizaine de jours à ruminer sa douleur. Pendant ce temps, Ngondélé se remettait de sa dépression. Akoko n'eut plus le courage d'une visite chez la fille de Feugue. La séparation devenait définitive. 1 semaine durant, Akoko sécha ses cours et la plupart de ses travaux dirigés. « Que m'est-il vraiment arrivé ?» se demanda-t-il. « Si j'avais fait une conquête autre qu'un Ngondélé, je dirais que je suis infidèle. Je ne reçois aucune fille, je ne fréquente personne.
Je ne connais que la petite paysanne Kengondele. Elle est si belle et je ne lui reproche rien. La situation s'est tellement dégradée qu'aucune réconciliation n'est plus possible. Pourquoi l'aimais-je? La raison me semble simple. Je voulais peut-être seulement relever le défi de posséder la célèbre fille de Feugue. Je n'étais peut-être ni assez préparée, ni assez mûre pour prendre femme. Je voulais peut-être vivre avec une fille, mais pendant combien de temps? L'ampleur de l'acte que j'ai posé était appréciée différemment par Ngondele et moi. Son importance m'échappait au point que ce jour, mon inconstance provoque une déception indigeste à mon ami. Je la comprends. J'ai tort. C'est moi qui ai tort. Akoko s'éleva de son lit et se saisit d'un album dont il feuilleta quelques pages. Il regarda fixement une des photos de la fille d'ébène, aux cheveux de crinière, au regard d'antilope, à la démarche de gazelle et à la taille de guénon. Quelques larmes chaudes se détachèrent de ses yeux rougis de chagrin et d'une semaine d'insomnie. Il sentait ces larmes descendre des deux côtés de son visage et se mêler à la pointe du menton. Il se les épongea, ferma la page de l'album, puis s'affala dans son lit. Il ferma les yeux pour appeler le sommeil. Une nuit blanche supplémentaire, parsemée de cauchemars, était entamée. Ngondele venait de passer quelques mois pénibles dans cette chambre du coin de la rue. Elle était seule. Si celle qu'elle voulut rentrer dans son village. Que vais-je expliquer à mes parents si je retourne en Kolmosuma? La jeune fille manquait de tout. Le propriétaire de la chambre était déjà passé à plusieurs reprises exiger le paiement du loyer. Ngondele n'avait pas un centime. Elle a dû user de beaucoup d'habileté pour obtenir à chaque fois un sursis du bailleur. Le dernier rendez-vous que Ngondele avait donné au propriétaire arriva. « Mademoiselle, vous payez le loyer ou je vous mets dehors. »« D'accord, monsieur. Mais vous connaissez mon histoire. Je suis arrivée ici en compagnie d'un garçon qui aujourd'hui m'a trahi. Si je ne peux pas payer le loyer, c'est à cause de lui. Avant de me mettre dehors, je vous prie d'accepter un gage. Je suis pauvre. Je n'ai même pas de quoi manger. J'ai 3 robes, prenez-en 2. Elles ne valent pas cher, mais prenez-les. Vous me les remettrez contre règlement de la totalité de la somme que je vous dois pour tous les mois passés de loyer. » « Mais que faites-vous réellement, mademoiselle? »« Je suis sans emploi. »« D'accord. Accepteriez-vous un travail qui vous donnerait la gratuité du loyer? »« Volontiers, monsieur. »« Alors fermez la porte et suivez-moi. » Ngondele était invité chez son bailleur. Celui-ci lui proposa de faire le ménage, la lessive et la plonge dans un restaurant. Ce travail méritait un salaire supérieur au coût mensuel de la petite chambre dans laquelle elle vivait. Ngondele avait été recrutée sur un contrat de gré à gré. Elle toucherait plus de 5 fois le prix de sa chambre s'il n'y avait pas eu cet incident de bail. Elle se dit « Mon bailleur me fait payer probablement les aérés. Le plus important pour moi est de conserver la chambre. » Ngondele n'avait qu'une paire de sandales pour chaussures, un foulard en tissu synthétique déteint et ses 3 robes dont le bailleur avait refusé d'en confisquer 2. C'est à peine qu'elle pouvait grignoter un bout de pain chez la voisine du quartier. Tous les matins, elle allait au restaurant. Tous les mouchoirs et les nappes de table étaient trempés à son arrivée. Puis elle s'occupait de la vaisselle. Avant 12 heures, le linge de table était lavé. En fin d'après-midi, tout avait séché. Le repassage occupait la jeune fille jusqu'à la tombée de la nuit. Le travail fut ainsi fait pendant quelques mois. Un jour, alors que l'un des servants était tombé malade et son absence devait être couverte, Ngondele fut sollicité par son bailleur, propriétaire du restaurant, afin d'assurer l'intérim. Il n'y a pas grand-chose à prendre. Il s'agit d'écouter gentiment les commandes des clients, de leur servir le repas et la boisson choisie,
de leur souhaiter de temps en temps un bon appétit, puis de débarrasser la table à leur départ. La gentillesse et les bonnes manières sont nécessaires. Gondélé trouva harassant ce travail qui allait se prolonger jusqu'aux heures tardives de la soirée. Il s'agissait de rester au service du client jusqu'au départ du dernier. Tout ce travail pour conserver sa petite chambre. Agréable surprise. Au fur et à mesure que Gondélé assimilait le côté service de son boulot, elle s'aperçut que presque un client sur deux lui laissait quelques pièces au fond d'un petit plat après avoir payé la facture. Le chef cuisinier expliqua à Gondélé que ces petites sommes revenaient aux servants. À la fin de chaque soirée, la fille d'Eva pouvait collecter une bonne poignée de pièces de monnaie. Déjà au restaurant où elle passait la journée, le déjeuner et le dîner lui étaient offerts, selon l'organisation interne de l'établissement. Si je n'ai pas de salaire véritable, j'ai au moins 2 repas dans la journée et de l'argent issu de mes pourboires. Quand le servant titulaire du poste dont Gondélé assurait l'intérim revint, Gondélé eut peur d'être réduite à nouveau au ménage, à la lessive et à la plonge. Le patron du restaurant vint faire un tour et déclara : « Mademoiselle Gondélé, vous avez bien assuré l'accueil et le service des clients. Vous êtes confirmée à ce poste, en plus des travaux de propreté que vous assurez bien. » Gondélé poussa un soupir. Le service aux clients paie grâce au pourboire. C'est le meilleur poste dans un restaurant. Même le chef cuisinier, qui conçoit et réalise les merveilles de la table, n'y gagne pas grand-chose. Au bout de quelques mois, la dette du loyer de Gondélé fut considérée comme épongée. Elle commença à percevoir un salaire égal au quadruple de son loyer. Elle était contente de son boulot. Tous les soirs, elle rentrait peut-être avant minuit. Elle maîtrisait l'accueil des clients. Certains réguliers ne manquaient pas de lui faire des clins d'œil. Elle avait repris sa silhouette de gazelle et son teint mat velouté. Ses joues creuses s'étaient à nouveau regarnies. À 21h, alors qu'elle servait les crevettes à l'étouffée à un client, celui-ci profita de la tranquillité offerte par un couple qui venait de sortir, demanda à Gondélé : « Demoiselle, je ne me trompe pas, vous êtes libre ? » ?»« Oui, monsieur. »« Depuis combien de temps servez-vous ici ? » ?»« Bientôt 7 mois. »« Ça vous dérange de sortir avec moi après le travail ? » La réponse fut un sourire. Elle déposa une fourchette et servit de l'eau au monsieur. Elle rentra faire un tour à la cuisine et en ramena une poivrière qu'elle disposa sur la table. Gondélé venait de passer près d'un an son partenaire sentimental. Cet état la rendait fragile face à des avances aussi directes. D'un regard transperçant, le monsieur foudroyant encore la jeune demoiselle des yeux. Un sourire des plus expressifs perla la bouche du mangeur qui reposa sa question, une réponse parlée étant exigée à la demoiselle. « J'insiste de vous proposer de sortir avec moi à la fin de votre travail. Qu'en dites-vous ? » ?»« Ok. Pourriez-vous m'attendre jusqu'autour de minuit ? » ?»« Mais volontiers. » Le rendez-vous était pris. À 23h40, on fermait enfin le restaurant. Dehors, le monsieur, bien que la soirée fût fraîche, était revenu. Il attendait patiemment dans la rue, adossé sur les grillades du jardin. À la sortie de la jeune fille, ils se reconnurent malgré le faible éclairage du jardin. Le couple ainsi formé disparut au bout de la rue. Certaines journées laborieuses d'un Gondélé se continuaient depuis ce soir-là, la nuit par des promenades interminables. Les sorties nocturnes se faisaient de plus en plus fréquentes. Elle venait de découvrir les boîtes de nuit. Des rencontres multiples se furent le soir au restaurant et la nuit au cabaret. Gondélé avait désormais un programme bien chargé. Elle fit l'effort de se rendre le matin et à l'heure au restaurant. Le temps de récupération était bien réduit.